Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les familles japonaises semblent accumuler de la richesse si facilement, alors que la plupart des Français vivent de chèque de paie en chèque de paie? Et si je vous disais que cela ne dépend pas de ce qu'elles gagnent, mais de secrets qu'elles utilisent depuis des siècles? Voici quelque chose de fascinant. Warren Buffett a récemment révélé que bon nombre de ses amis les plus riches sont japonais et qu'ils suivent tous les mêmes principes pour construire leur richesse. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils construisent leur fortune en silence, sans voiture de luxe, ni maison gigantesque, ni aucun des signes typiques de richesse que l'on voit en France. Quel est donc leur secret? J'ai découvert 10 puissants principes financiers qui expliquent pourquoi les Japonais sont des maîtres dans l'art de bâtir une richesse durable. Chacun est comme une pièce d'un ancien puzzle, et une fois que vous les assemblez, votre relation à l'argent ne sera plus jamais la même. Et ce dernier principe, c'est le plus puissant de tous. C'est ce qui sépare vraiment ceux qui atteignent une sécurité financière durable de ceux qui ne font qu'en avoir l'air. En fait, il est tellement à l'opposé de ce que nous croyons en France que la plupart des gens l'ignorent complètement. Je vais vous révéler ces secrets dans l'ordre inverse, du numéro 10 jusqu'au numéro 1, en gardant le plus puissant pour la fin. Et croyez-moi, une fois arrivé au dernier, vous comprendrez pourquoi les familles japonaises peuvent accumuler de la richesse même avec des revenus modestes, sans prendre de risques inutiles ni sombrer dans les dettes. Alors commençons avec le secret numéro 10, un principe si fondamental qu'il transforme complètement votre façon de penser la richesse. Secret numéro 10, les actifs invisibles. Imagine un instant que demain matin tu te réveilles et d'un coup, tu perds tout ton argent. Compte bancaire vide, investissements envolés, plus aucune source de revenus à l'horizon. Combien de temps penses-tu qu'il te faudrait pour te relever? Des jours? Des mois? Des années? La plupart des gens dans cette situation penseraient « Sans argent, je suis fini ». Et c'est compréhensible. Dans de nombreuses cultures occidentales, y compris en France, on associe spontanément la richesse à des choses tangibles. Une maison dans un quartier huppé, une voiture haut de gamme, un portefeuille d'investissement bien rempli, voire ces montres de luxe qu'on porte plus pour afficher son statut que pour lire l'heure. Mais au Japon, il existe une manière de concevoir la richesse qui va bien au-delà de ce qui est visible, matériel ou montrable. C'est une perspective profondément ancrée dans leur culture et qui s'est révélée à maintes reprises plus résiliente et durable que n'importe quel solde bancaire. Ce concept, c'est celui des actifs invisibles. Et il est si puissant que même Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres et respectés de tous les temps, a admis l'avoir appris de ses amis japonais. Alors que beaucoup mesurent leur richesse à la taille de leur maison ou au modèle de leur voiture, les Japonais regardent ailleurs. Pour eux, le véritable patrimoine réside dans les choses que personne ne peut te voler. Ton réseau, ta réputation et le savoir que tu as accumulé au fil des années. Je vais te donner un exemple concret qui illustre parfaitement ce principe. Pendant la crise financière mondiale de 2008, j'ai rencontré un entrepreneur japonais qui avait tout perdu. Ses entreprises avaient fait faillite, ses comptes avaient été vidés, ses investissements s'étaient évaporés. Pourtant, en moins d'un mois, il avait déjà 3 offres d'emploi concrètes et plusieurs investisseurs intéressés pour lancer un nouveau projet avec lui. Tu te demandes comment c'est possible. Est-ce de la chance? Un miracle? Non. C'est le fruit de décennies à construire quelque chose qu'aucun tableau Excel ne peut mesurer, la confiance et des relations solides. Alors que beaucoup autour de lui paniquaient à cause de leurs pertes financières, lui montrait qu'il possédait quelque chose de bien plus précieux, des actifs invisibles. Et ce sont eux qui font toute la différence en période de crise, et ce phénomène n'a rien d'anecdotique. Des chercheurs de l'université de Harvard ont mené une étude fascinante sur la reprise économique des personnes ayant traversé des crises personnelles ou financières majeures. Le résultat était clair. Ceux qui disposaient d'un bon réseau, d'une réputation professionnelle solide et de compétences bien développées se remettaient jusqu'à 2 fois plus vite que ceux qui n'avaient pas ces ressources. Le facteur déterminant n'était pas le montant sur leur compte, mais qui ils étaient et ce qu'ils avaient construit en dehors de l'argent. Pense à ta propre vie.
Si demain tu perdais ta source de revenus, combien de personnes pourrais-tu appeler pour t'aider à retrouver un emploi? Combien seraient prêtes à te prêter de l'argent sans garantie? Qui te ferait confiance uniquement sur la base de ta manière d'agir, de ta réputation, de ta valeur personnelle? Ces réponses ne se traduisent pas par des chiffres, mais elles révèlent ton niveau réel de sécurité financière. Et il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Les possessions matérielles, même les plus précieuses, perdent de la valeur avec le temps. Une voiture neuve se déprécie dès qu'elle quitte le garage. Une maison demande un entretien constant. Même un portefeuille d'investissement peut s'effondrer si le marché chute. En revanche, les actifs invisibles ne font que croître. Chaque compétence que tu développes, chaque expérience professionnelle que tu ajoutes à ton parcours, chaque relation honnête et durable que tu cultives gagne en valeur avec les années. Ce sont des investissements de temps, d'effort et de constance qui génèrent des rendements croissants, qui s'accumulent et que personne ne peut enlever. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, améliorer ta communication, comprendre comment diriger une équipe ou gérer les conflits. Tout cela fait partie de tes actifs invisibles. Peu importe où tu es, combien tu gagnes ou dans quel secteur tu travailles, ils te suivent partout. Contrairement à l'argent, ils n'expirent jamais. Au Japon, cette approche est tellement intégrée que beaucoup de gens choisissent délibérément de développer leurs actifs invisibles avant même de chercher à posséder plus de biens matériels. Il est courant de voir des professionnels consacrer du temps chaque semaine à renforcer leur réseau, non pas comme une formalité sociale, mais comme un véritable investissement relationnel. D'autres se concentrent sur l'apprentissage, la lecture ou l'amélioration de leur métier, convaincus que cela rapportera bien plus que n'importe quelle dépense impulsive ou objet de luxe. La réputation personnelle est également centrale. Dans une société où l'honneur et la parole donnée ont un poids immense, préserver son intégrité, sa cohérence et son éthique devient une source de confiance qui ouvre des portes que l'argent ne peut forcer. Et que dire du savoir? Dans le modèle japonais, l'apprentissage continu n'est pas un choix, mais une responsabilité. Des personnes de tous âges continuent à se former, non seulement pour être plus compétitives, mais parce qu'elles comprennent que le savoir est une richesse qui croît de façon exponentielle. Plus tu sais, plus tu peux apporter. Et plus tu apportes, plus les gens viennent vers toi, te proposent des opportunités ou t'intègrent à leurs projets. Dans ce cadre, perdre de l'argent n'est pas une fin, mais tout au plus un contretemps. Car si tu as bâti des actifs invisibles solides, tu auras toujours les ressources pour te reconstruire à partir de zéro. Ce concept a des implications profondes pour tous ceux qui cherchent à atteindre une stabilité financière à long terme. Au lieu d'obséder sur le montant de ton compte en banque ou la marque de ta voiture, commence à te poser d'autres questions. Est-ce que je renforce activement mon réseau personnel et professionnel? Est-ce que je construis une réputation fondée sur des principes solides? Est-ce que j'apprends de nouvelles compétences qui me rendent précieux dans n'importe quel contexte? Investir dans des actifs invisibles ne demande pas d'argent, mais de la vision, de la patience et de la constance. Cela ne produit pas de résultats immédiats, ni de likes sur les réseaux sociaux. Mais quand le monde vacille, ce sont ces actifs qui te soutiennent. Alors la prochaine fois que tu réfléchiras à ton patrimoine, ne regarde pas seulement ton relevé de compte ou ta liste de possessions. Regarde aussi ton réseau, ton expérience, tes compétences, ta réputation. Tout cela constitue ta véritable richesse, car l'argent va et vient, mais les actifs invisibles sont là pour rester, grandissant dans l'ombre, prêts à révéler leur valeur au moment où tu en auras le plus besoin. Secret numéro 9. La méthode Kakeibo. T'est-il déjà arrivé de regarder ton compte bancaire à la fin du mois et de te demander avec frustration « Mais où est passé tout mon argent ?» Ce sentiment de vide, d'avoir travaillé dur pendant des semaines pour voir les fonds s'évaporer sans laisser de traces, est loin d'être rare. En France, comme dans de nombreux autres pays occidentaux, c'est une réalité que partagent des millions de personnes. Que ce soit à cause de dépenses imprévues, d'achats impulsifs ou simplement d'un manque de suivi, l'argent semble disparaître sans qu'on comprenne comment ni quand.
Au Japon, en revanche, cela fait plus d'un siècle qu'on utilise une méthode devenue un pilier de l'éducation financière domestique. Cette méthode s'appelle Kakeibo et elle n'a pas seulement résisté à l'épreuve du temps, elle est encore aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Elle est d'ailleurs recommandée activement par les plus grandes banques japonaises à leurs clients. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Tout d'abord, sa simplicité extrême. Alors qu'en France, on a tendance à faire confiance à des applications mobiles, des logiciels complexes ou des tableaux Excel interminables pour gérer ses dépenses, les Japonais utilisent quelque chose de bien plus basique, mais incroyablement puissant, un simple carnet. Oui, aussi simple que ça. Mais ne te laisse pas tromper par cette apparente modestie. Selon de nombreuses études, les familles qui utilisent la méthode Kakeibo économisent jusqu'à 35% de plus que celles qui essaient de gérer leur budget avec des outils numériques. Pourquoi? Parce que le fait d'écrire à la main chaque euro dépensé rend les décisions financières beaucoup plus conscientes. Il se déclenche un processus mental, presque émotionnel, quand on écrit soi-même ce qu'on dépense. Réfléchis un instant. Quand as-tu vraiment pris le temps de réfléchir en passant ta carte bancaire ou en cliquant sur « Acheter maintenant » dans une boutique en ligne? Probablement jamais ou très rarement. Et ce n'est pas un hasard. La banque moderne a rendu l'argent invisible. On paie avec une carte ou même un téléphone sans jamais voir physiquement l'argent partir, sans ressentir son absence. Et quand on ne le voit pas, on dépense plus. La méthode Kakeibo ramène l'argent dans le monde réel. Elle le rend visible, palpable, concret. Elle t'oblige à regarder ce que tu fais de tes ressources. Et cela, en soi, change ton comportement. Comme l'a dit un jour un auteur japonais, le crayon a une voix que la carte n'a pas. C'est cette voix qui te fait réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Et ce n'est pas tout. Une étude récente menée auprès de 1000 foyers japonais a révélé quelque chose de frappant. Les familles qui pratiquent régulièrement le Kakeibo ont presque 0 dette de carte de crédit. Pas parce qu'elles gagnent plus, mais parce qu'elles dépensent avec plus d'intention et moins d'automatisme. Chaque achat passe par un filtre mental simple, composé de 4 questions fondamentales. Puis-je vivre sans cet achat? Ai-je déjà quelque chose de similaire? Cela va-t-il vraiment améliorer ma vie? Puis-je l'avoir moins cher ailleurs? Ces questions, bien que simples, sont des outils redoutablement efficaces pour éviter les dépenses inutiles. Elles agissent comme un frein, une pause mentale avant la prise de décision. Et sur le long terme, ce type d'habitude fait toute la différence dans la santé financière d'un foyer. Tu veux essayer toi aussi? Tu n'as besoin de rien de sophistiqué pour commencer. Voici les étapes de base. Étape 1. Prends un carnet simple, de préférence dédié uniquement à tes finances personnelles. Étape 2. Divise tes dépenses en 4 grandes catégories. Besoins, loyer, alimentation de base, transport, envie, plaisir, loisirs, vêtements, culture, livres, cours, expositions, activités enrichissantes, dépenses imprévues, réparations, urgences, médicaments. Étape 3. Pendant au moins 1 semaine, note chaque dépense, même la plus petite. Ne le fais pas pour te juger, mais pour prendre conscience. L'objectif est de voir les schémas que tu ignores habituellement. Et c'est là que la magie du Kakeibo commence. À mesure que tu consignes tes dépenses jour après jour, tu vas commencer à remarquer des choses que tu ignorais totalement. Tu vas réaliser par exemple combien de cafés à 5 € tu achètes en 1 semaine sans t'en rendre compte, ou combien de fois tu commandes à manger alors que tu avais de quoi cuisiner chez toi, ou encore comment de petites commandes Amazon s'additionnent pour former des centaines d'euros par mois. La différence entre y penser et le voir écrit noir sur blanc est énorme. Sur le papier, les dépenses se regroupent, se répètent, deviennent visibles. Et avec cette visibilité vient la compréhension. Et avec la compréhension, la possibilité de prendre de meilleures décisions. Mais le véritable pouvoir du Kakeibo ne réside pas seulement dans le suivi des dépenses. Il est dans quelque chose de bien plus profond. Comprendre ta relation à l'argent. Au Japon,
Dépenser n'est pas un acte purement fonctionnel. C'est le reflet de tes valeurs, de tes priorités et de ton mode de vie. Dépenser consciemment, c'est aligner tes actions avec ce que tu veux réellement être ou accomplir. Quand tu écris noir sur blanc tes habitudes financières, ce qui apparaît n'est pas seulement une liste, mais un miroir de tes choix quotidiens. Et ce miroir peut te montrer des choses inconfortables, des caprices, des incohérences, du gaspillage. Mais il peut aussi t'aider à rediriger ton énergie et ton argent vers ce qui compte vraiment. Certaines personnes, après avoir utilisé le Kakeibo pendant seulement 1 mois, découvrent qu'elles dépensent dans des choses qu'elles n'apprécient même pas, ou qu'elles se privent d'expériences précieuses parce que leur argent part dans des routines inconscientes. Kakeibo permet de corriger cela, sans logiciel coûteux ni formule compliquée, juste avec du papier, un crayon et une bonne dose d'honnêteté. En résumé, cette méthode japonaise ne t'aide pas seulement à économiser plus, elle t'apprend aussi à vivre mieux. Parce que lorsque tes dépenses reflètent tes véritables priorités, ton argent commence à travailler pour toi, au lieu de se perdre sans but. La transformation que propose Kakeibo n'est pas uniquement économique, elle est aussi personnelle. C'est un outil pour mieux se connaître, mieux s'organiser et, surtout, gagner en autonomie. Alors, si un jour tu t'es demandé pourquoi ton argent semble toujours insuffisant, peut-être que le problème n'est pas ce que tu gagnes, mais comment tu l'utilises. Et peut-être que tout ce qu'il te faut pour changer ta relation à l'argent, ce n'est pas une nouvelle application, mais simplement un carnet, un stylo et le courage de regarder tes habitudes en face. Secret numéro 8, le minimalisme financier. T'est-il déjà arrivé d'acheter quelque chose avec enthousiasme, en pensant que tu allais l'utiliser tout le temps, pour finalement le retrouver des mois plus tard au fond d'un tiroir couvert de poussière? Peut-être un vêtement, un appareil de cuisine, un objet de décoration ou même un gadget technologique que tu avais complètement oublié. Maintenant, multiplie cette expérience par des années. Tu vas te rendre compte que ce petit schéma se répète bien plus souvent qu'on ne l'imagine et qu'il est profondément ancré dans nos habitudes de consommation. Face à ce phénomène, les Japonais ont développé un principe profondément révélateur appelé Danshari, qui est en train de transformer radicalement la manière dont les gens pensent l'argent, les possessions et leurs relations avec les deux. Cette philosophie ne repose pas sur la privation ni sur la rigidité d'un budget strict, comme le recommandent souvent les conseillers financiers. À la place, elle invite à prendre des décisions plus conscientes et intelligentes sur ce que l'on choisit de posséder. Dans des pays comme la France, nous sommes constamment exposés à une avalanche de messages qui encouragent la consommation impulsive. Achetez maintenant, payez plus tard, faites-vous plaisir, vous le méritez. Rafraîchissez votre garde-robe avec les dernières tendances. Ayez la toute dernière technologie. La publicité et les réseaux sociaux nous bombardent quotidiennement avec ces injonctions, rendant l'accumulation non seulement normale, mais désirable. Le résultat? Nos maisons débordent, remplies d'objets inutiles, achetés avec de l'argent que nous n'avions souvent même pas, dans le seul but d'impressionner des gens qui ne comptent même pas pour nous, et qui, d'ailleurs, ne verront jamais notre intérieur. C'est un cercle vicieux de consommation et d'endettement qui épuise non seulement nos finances, mais aussi notre esprit. Les Japonais, eux, ont découvert une vérité simple mais puissante. Posséder moins, c'est en réalité avoir plus. Plus d'argent, car il n'est pas gaspillé dans des achats inutiles. Plus de liberté, car on n'est pas esclave de tout ce qu'on doit entretenir, ranger ou remplacer. Et plus de sérénité mentale, car un environnement ordonné, fonctionnel et cohérent apporte un apaisement intérieur profond. Tu as du mal à y croire? Voici un chiffre saisissant. Le foyer moyen en France possède environ 300 000 objets. Oui, 300 000. Des ustensiles de cuisine au bibelot, des vêtements aux papiers empilés, en passant par les objets en double ou les choses dont tu ignores même l'existence. Pendant ce temps, les foyers japonais ont en général moins du tiers de cette quantité. À première vue, cela pourrait sembler inconfortable ou triste. Mais la réalité montre exactement l'inverse. Des études révèlent que les familles japonaises déclarent des niveaux de satisfaction financière nettement plus élevés, malgré
ou justement grâce à, une possession matérielle bien moindre. Pourquoi? Parce qu'elles suivent une règle très claire. Si un objet n'apporte pas de valeur réelle à ta vie, il draine ton portefeuille, ton énergie et ton espace. Je vais te raconter une expérience personnelle qui m'a aidé à comprendre cela. Pendant des années, j'achetais régulièrement des vêtements bon marché, pensant économiser de l'argent. Chemises en promotion, pantalons de marque à bas prix, chaussures de saison qui s'usaient en quelques mois. Cela semblait inoffensif, jusqu'au jour où des amis japonais m'ont appris le concept du coût par usage. Ce principe affirme que la vraie valeur d'un objet ne se mesure pas à son prix d'achat, mais à sa durée de vie et à la fréquence à laquelle tu l'utilises. Par exemple, une chemise de bonne qualité à 100 € qui dure 5 ans coûte finalement moins cher que 5 chemises à 30 € qui se dégradent en quelques mois. Depuis que j'ai changé ma manière d'acheter, j'ai économisé des milliers d'euros. Mon armoire est devenue plus fonctionnelle, plus claire et plus fidèle à qui je suis vraiment. L'approche japonaise du minimalisme n'a rien à voir avec vivre dans une maison vide sans meubles ni décoration. Il ne s'agit pas non plus de se priver de tout plaisir ou d'éviter toute forme de consommation. Ce qu'elle propose, c'est d'être intentionnel avec ton argent, de comprendre la vraie valeur de ce que tu achètes et d'agir en cohérence avec tes priorités. Avant chaque achat, ceux qui pratiquent le danshari se posent 3 questions très simples mais puissantes. Est-ce que cela va réellement améliorer ma vie? Pourrais-je investir cet argent dans quelque chose de plus utile? Est-ce que je désirerais encore cet objet dans 30 jours? Si la réponse à l'une de ces questions est non, l'achat est écarté et l'argent est réorienté vers quelque chose de plus productif. Épargne, investissement ou expérience enrichissante. C'est une formule simple mais incroyablement efficace, avec un impact direct et mesurable sur la santé financière. Tu veux l'essayer? Commence par un défi de 30 jours. Pendant 1 mois, avant d'acheter quoi que ce soit de non essentiel, note ce que tu veux acheter et attends 30 jours. Oui, 30. Écris-le dans un carnet ou dans ton téléphone. Une fois le délai écoulé, reviens voir cette liste. Tu seras surpris de constater combien d'objets qui semblaient urgents n'ont plus aucun attrait. Ceux qui semblaient indispensables s'effacent avec le temps, prouvant que tu n'en avais pas besoin autant que tu le pensais. Ce petit réflexe peut littéralement te faire économiser des milliers d'euros par an, de l'argent que tu pourrais consacrer à la création d'un fonds d'urgence, à un investissement sûr, au remboursement de dettes ou même à partir en vacances sans culpabilité. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'au fil du temps, tu développes un état d'esprit plus stratégique, plus calme, plus clair. Le minimalisme financier ne t'enlève pas ta liberté, il te la rend. Il te libère de la pression d'avoir pour avoir, d'acheter pour combler des vides émotionnels, de te comparer aux autres par ce qu'ils possèdent. Il te reconnecte au vrai sens des choses, à ce qui t'apporte réellement quelque chose et te donne des outils concrets pour cesser d'être esclave de la consommation. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas d'avoir moins pour le plaisir d'avoir moins. Il s'agit de faire de la place, physique, mentale et financière, pour ce qui a vraiment du sens. Le danshari japonais n'est ni une mode, ni une discipline rigide. C'est un chemin vers une vie plus ordonnée, plus consciente, plus alignée avec tes objectifs et tes valeurs. Et tout commence par une question. Est-ce que cet objet m'apporte vraiment quelque chose ou est-ce qu'il fait juste du remplissage? Secret numéro 7. La peur japonaise des dettes. T'es-tu déjà demandé pourquoi utiliser une carte de crédit ne donne pas l'impression de dépenser de l'argent réel? Tu passes la carte, tu saisis ton code ou tu approches simplement ton téléphone et c'est terminé. L'achat est validé. Il n'y a aucun billet qui sort de ton portefeuille, aucune pièce qui disparaît, aucune sensation physique de perte. Et c'est là précisément le problème. Cette déconnexion émotionnelle que l'on ressent en dépensant par voie électronique est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens se retrouvent endettés sans vraiment comprendre comment ils en sont arrivés là. En France, comme dans beaucoup de sociétés occidentales, l'utilisation de la carte de crédit fait partie du quotidien. On l'utilise pour tout. Un café, un plein d'essence, un voyage entier. C'est pratique, rapide
et cela donne l'illusion que l'argent est inépuisable. Mais cette commodité a un prix. Tandis que les Français paient presque tout avec leurs cartes, les Japonais ont une approche radicalement différente. Là-bas, les gens ont développé une relation beaucoup plus prudente vis-à-vis du crédit. Et cette prudence, même si elle peut sembler extrême à nos yeux, les maintient libres de dettes. Une fois que tu comprends la logique derrière cette mentalité japonaise, il y a de grandes chances que tu ne regardes plus jamais ta carte de crédit de la même manière. Voici une donnée révélatrice. Le ménage français moyen a environ 7 000 € de dette sur carte de crédit, avec des taux d'intérêt dépassant souvent les 20% par an. Autrement dit, non seulement on dépense de l'argent qu'on n'a pas, mais on paie un supplément énorme pour l'avoir fait. À l'inverse, au Japon, seuls 18% des paiements sont effectués avec une carte de crédit. Cela signifie-t-il qu'ils n'ont pas accès au crédit? Absolument pas. Les cartes sont disponibles, les banques les proposent et les promeuvent. Mais les Japonais préfèrent simplement ne pas les utiliser. Et ce n'est pas par peur irrationnelle, mais parce qu'ils comprennent quelque chose que beaucoup de Français ignorent. Le vrai coût de la commodité, c'est ta liberté financière. Un proverbe japonais résume cela à merveille. La dette est un fardeau plus lourd que n'importe quelle charge physique. Pour eux, s'endetter, surtout via les cartes de crédit, n'est pas un outil financier, mais une forme d'esclavage moderne. Ils la voient comme une prison silencieuse. Une fois que tu entres, il est beaucoup plus difficile d'en sortir que tu ne l'imagines. Prenons un exemple concret. Si tu paies 20% d'intérêt sur des achats quotidiens, supermarché, vêtements, sorties, tu travailles littéralement 1 jour sur 5 uniquement pour payer des intérêts à ta banque. Cela signifie que 20% de ton temps, de ton énergie et de tes efforts ne servent qu'à enrichir un organisme financier. Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que cette commodité justifie 20% de ta vie productive? Je vais te raconter une anecdote qui a complètement changé ma vision du crédit. Lors d'une discussion avec un conseiller financier japonais, on parlait des achats à crédit, et il m'a dit avec une grande tranquillité: si tu as besoin d'une carte de crédit pour acheter quelque chose, alors tu ne peux pas te le permettre. Sur le moment, j'ai trouvé cette phrase extrême, presque rigide. Mais ensuite, il m'a montré un calcul très simple. Si tu fais un achat de 11 000 € avec une carte à 20% d'intérêt annuel et que tu ne paies que le minimum chaque mois, cette dette peut te coûter plus de 20 000 € au total. Tout à coup, ce qui semblait être une belle opportunité devient une erreur financière grave. Alors, que font les Japonais pour éviter ces pièges? C'est très simple. Ils utilisent de l'argent liquide ou des cartes de débit pour la majorité de leurs achats. Et la raison n'est pas seulement économique, mais aussi psychologique. Voir sortir de l'argent de ses mains provoque une réaction immédiate et puissante dans le cerveau. Cela te rend conscient de la dépense. Cela te pousse à évaluer l'achat. Les paiements numériques, eux, ne déclenchent pas cette alerte émotionnelle. Dépenser avec une carte, c'est presque comme jouer. Tu ne ressens pas tout de suite les conséquences. Les études confirment ce phénomène. Les gens dépensent entre 12% et 18% de plus lorsqu'ils utilisent une carte de crédit au lieu de l'argent liquide. Cela signifie que tu pourrais te donner une augmentation automatique de ce même pourcentage simplement en changeant ton moyen de paiement. Tu n'as pas besoin de gagner plus ni de réduire tes besoins. Juste changer la façon dont tu paies. Tu veux essayer cette méthode dans ta vie? Lance-toi dans le défi de 30 jours en espèces. C'est facile à mettre en place. Chaque semaine, retire en liquide la totalité de ton budget hebdomadaire. Si tu veux, divise-le en enveloppes selon les catégories: alimentation, loisirs, transport, etc. Et pendant les 7 jours suivants, paie tout en liquide. Tu vas remarquer une différence immédiate dans la façon dont tu penses chaque achat. Ce qui te semblait nécessaire auparavant, tu vas maintenant le remettre en question. Non pas par culpabilité, mais parce que le simple fait de remettre un billet change ta perception. Et non, tu n'as pas besoin de couper tes cartes de crédit en deux. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de les utiliser différemment. Réserve-les pour les vraies urgences, comme une réparation imprévue ou un achat important et planifié que tu sais pouvoir rembourser en totalité le mois suivant.
Les cartes ne sont pas tes ennemis, mais elles ne doivent pas non plus être ton outil principal pour dépenser. Ce changement peut sembler minime, presque anodin, mais il a un impact profond et durable. Il ne t'aide pas seulement à mieux gérer ton argent, il te rend aussi le contrôle mental sur tes décisions de consommation. Tu commences à vivre avec plus de liberté, moins de pression et plus de conscience. En fin de compte, ce que les Japonais nous enseignent à travers leur relation au crédit, ce n'est pas une privation, c'est un choix. Une décision consciente de vivre sans le poids des dettes inutiles, de ne pas sacrifier l'avenir pour un désir momentané et de construire une vie financière plus stable, plus saine. Parce qu'au fond, le but n'est pas de dépenser plus, c'est de vivre mieux. Secret numéro 6, l'éducation financière dès l'enfance. As-tu remarqué que presque personne en France n'apprend à gérer l'argent à l'école? Pourtant, l'argent est une composante essentielle de la vie adulte. Mais sa gestion est rarement enseignée de façon structurée pendant l'enfance ou l'adolescence. À la place, on grandit entouré de phrases toutes faites, bien intentionnées, mais qui ne nous préparent pas réellement à la réalité économique actuelle. Des expressions comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres », « travaille bien à l'école pour avoir un bon emploi » ou « il faut épargner pour les urgences » sont courantes, mais trop vagues. Elles n'expliquent ni comment fonctionne l'argent, ni comment le faire fructifier, ni comment prendre de bonnes décisions financières dès le plus jeune âge. Pendant ce temps, au Japon, les choses se font autrement. Là-bas, les familles ont développé une approche totalement différente de l'argent, en particulier en ce qui concerne l'éducation des plus jeunes. Cette approche ne leur donne pas seulement des outils pratiques pour gérer leur argent, elle favorise aussi un état d'esprit d'indépendance financière dès l'enfance. Et les résultats sont visibles. Des adultes qui comprennent la valeur de l'argent, qui épargnent régulièrement et qui sont capables de prendre des décisions économiques solides sans s'en remettre au hasard ou à leur intuition. Et le plus surprenant, c'est la précocité avec laquelle tout commence. Dans les foyers japonais, l'éducation financière débute dès l'âge de 5 ans. Pas avec des cours de comptabilité, ni des stratégies d'investissement sophistiquées ou des applications de gestion de budget. Elle commence avec quelque chose de bien plus puissant et fondamental, la compréhension de la véritable valeur de l'argent. Alors qu'en France, beaucoup d'enfants reçoivent de l'argent de poche simplement pour exister ou pour bien se tenir, les enfants japonais apprennent très tôt que l'argent se mérite. Ce n'est pas un cadeau automatique, mais une récompense pour une contribution réelle, une participation aux responsabilités familiales ou des décisions intelligentes. Cette nuance subtile change complètement leur rapport à l'argent. Dès le plus jeune âge, ils comprennent qu'il existe un lien direct entre effort, temps et récompense. La différence entre ces deux modèles est immense. Une étude récente a révélé qu'environ 65% des adultes français vivent au jour le jour, sans réelle capacité d'épargne, sans fonds d'urgence et avec un niveau de stress financier préoccupant. En comparaison, le Japon affiche l'un des taux d'épargne les plus élevés au monde, non pas parce que ses citoyens gagnent plus, mais parce qu'ils ont cultivé de bonnes habitudes financières dès l'enfance. Quel est leur secret? Ils enseignent à leurs enfants 3 principes fondamentaux qui les accompagneront toute leur vie. Gagner intelligemment, épargner régulièrement, investir à long terme. Ces principes ne sont pas de simples slogans. Ils sont transmis à travers des méthodes concrètes et accessibles, comme le célèbre système des 3 bocaux. Voici un exemple réel. Dans de nombreux foyers japonais, lorsqu'un enfant reçoit de l'argent, que ce soit en cadeau ou en paiement pour une tâche effectuée, on lui demande de le diviser dans 3 bocaux étiquetés « dépenser »,« épargner » et « investir ». Chacun de ces bocaux a une fonction bien précise. Le bocal « dépenser » est destiné aux envies immédiates, comme les bonbons, les petits jouets ou une place de cinéma. Le bocal « épargner » sert à accumuler pour un achat futur, quelque chose que l'enfant souhaite mais qui demande de la patience. Le bocal « investir » est intouchable. Il est dédié au long terme et incarne le principe de faire fructifier l'argent dans le temps. Ce système, aussi simple soit-il, a une puissance éducative énorme.
Il enseigne aux enfants une chose que beaucoup d'adultes ne maîtrisent pas encore, que tout l'argent n'a pas besoin d'être dépensé immédiatement, et que penser à l'avenir est une forme de protection et d'amour-propre. Avec le temps, les enfants qui grandissent avec cette méthode développent un rapport plus sain, plus équilibré à l'argent. Ils ne le voient pas comme un outil de gratification instantanée, mais comme un levier pour atteindre des objectifs et construire leur sécurité. Tu aimerais appliquer cela dans ta propre famille? Tu n'as besoin de rien de sophistiqué. Commence dès aujourd'hui avec 3 bocaux ou enveloppes étiquetées. Mais il y a une règle essentielle. Ne donne pas d'argent à tes enfants simplement pour leur faire plaisir. Implique-les dans des tâches adaptées à leur âge. Ranger leurs jouets, mettre la table, s'occuper d'une plante, lire un livre et te le raconter, et récompense leur engagement. L'idée, c'est de leur faire comprendre que l'argent vient de l'effort et de la contribution, pas simplement du statut de fils ou fille. Une fois qu'ils ont l'argent en main, guide-les dans la répartition entre les bocaux, et à chaque dépense, fais-les réfléchir. Pose-leur cette question essentielle. Est-ce que cela vaut le temps que tu as mis pour gagner cet argent? Cette question, bien que simple, crée un lien puissant entre le travail, l'argent et la valeur perçue. Elle transforme totalement la manière de consommer en développant la capacité d'évaluer un achat sur plusieurs plans, émotionnel, pratique et financier. Les bénéfices de cette forme d'éducation ne s'arrêtent pas à l'enfance. Ce sont des habitudes qui, renforcées dans le temps, donnent naissance à des adultes confiants, conscients et responsables. Des personnes qui savent planifier, éviter les dettes inutiles et comprendre l'impact de chaque euro dépensé ou investi. En plus, quand cet apprentissage se fait en famille, il renforce les liens entre parents et enfants. Cela ouvre la porte à des conversations profondes sur les valeurs, les objectifs, les priorités et l'avenir. Et ce n'est là que le début de la manière dont les familles japonaises construisent une richesse générationnelle, car elles ne forment pas seulement des individus compétents, elles créent aussi des structures collectives pour maintenir l'épargne et la discipline dans le temps. Et si je te disais qu'ils ont un autre secret qui rend l'épargne non seulement plus facile, mais presque automatique? Dans le prochain secret, je vais te révéler le système japonais d'épargne communautaire, un outil si efficace que même les grandes entreprises ont commencé à l'adopter dans leurs programmes de bien-être financier pour leurs employés. Secret numéro 5, le pouvoir de la communauté. As-tu déjà essayé d'économiser seul, avec enthousiasme au départ, pour ensuite abandonner quelques mois plus tard? Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Épargner régulièrement peut vite devenir une tâche épuisante quand on le fait dans la solitude. Même avec de bonnes intentions, le quotidien, les tentations de consommation et le manque de structure viennent souvent tout saboter. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, ni une exception française, c'est un défi universel. Mais au Japon, ils ont découvert quelque chose de remarquable qui change complètement la dynamique de l'épargne, le pouvoir de la communauté dans la construction de la richesse. Contrairement à la vision occidentale où l'argent reste un sujet privé voire tabou, la culture japonaise favorise le partage, la coopération et le soutien mutuel dans le processus financier. Et ce n'est pas une tendance récente. Il s'agit d'un système ancien, transmis de génération en génération, appelé système Tanoshi. Le principe est aussi simple qu'efficace. Imagine ceci. Un groupe de 10 personnes s'engage à verser chacun 100 € par mois dans une cagnotte commune. À la fin du mois, les 1000 € accumulés sont remis à un membre du groupe. Le mois suivant, on recommence, et c'est une autre personne qui reçoit la somme. Le cycle continue jusqu'à ce que chaque participant ait reçu sa part. Ce système remplit 2 fonctions essentielles. Il crée une responsabilité collective. Chacun ne s'engage pas uniquement pour lui, mais aussi pour le succès du groupe. Il génère une motivation puissante. Il y a une récompense tangible et proche. Ce n'est pas un fonds abstrait à 30 ans, mais un objectif concret, réalisable, soutenu par la confiance mutuelle.
Et ce n'est pas qu'un concept théorique ou un héritage folklorique. Ce système fonctionne avec succès depuis des générations au Japon et aujourd'hui, il inspire même de grandes entreprises qui commencent à mettre en place des programmes d'épargne communautaire pour leurs salariés en constatant des résultats positifs à la fois financiers et humains. Pourquoi est-ce si efficace? La science a une réponse. Des études récentes montrent que les personnes qui épargnent en groupe ont 75% de chances en plus d'atteindre leurs objectifs financiers que celles qui épargnent seules. La raison est simple, fondamentalement humaine. Nous sommes des êtres sociaux. Quand on prend un engagement devant les autres, on se sent plus responsable. On ne veut pas les décevoir. Cela renforce notre discipline. C'est comme avoir un partenaire de sport. Même fatigué, on y va parce qu'on ne veut pas laisser l'autre seul. Appliqué aux finances, ce principe est encore plus puissant. Récemment, j'ai discuté avec une famille japonaise qui a utilisé ce système pour réaliser un rêve que beaucoup jugent inaccessible, acheter leur première maison. Plutôt que de lutter seuls pendant des années à jongler avec les dépenses, ils ont rejoint un cercle d'épargne avec 5 autres familles. Chaque mois, chacun versait une somme convenue et à intervalles réguliers, une famille recevait le total. En seulement 18 mois, ils ont réussi à réunir la somme nécessaire pour l'apport initial. Mais le plus intéressant n'était pas que l'aspect financier. Le processus lui-même a transformé leur relation à l'argent. En se sentant soutenus, compris et accompagnés, l'effort ne ressemblait plus à un sacrifice, mais à une expérience collective et enrichissante. Tu veux essayer toi aussi? Tu n'as pas besoin d'un groupe de 10 ni d'une structure formelle. Commence petit, avec 2 ou 3 personnes de confiance qui ont des objectifs similaires. Amis, collègues, membres de la famille. Voici comment faire. Étape 1. Définissez un objectif commun. Par exemple, épargner 200 € par mois chacun. Étape 2. Déterminez l'ordre dans lequel chacun recevra l'épargne collective. Étape 3. Fixez des règles claires. Que faire en cas d'imprévu? Comment gérer un retard ou une absence de contribution, etc. Pour garantir l'engagement, utilisez un outil de suivi partagé. Cela peut être une simple feuille Excel dans Google Drive ou même un carnet papier que chacun signe chaque mois. Ce qui compte, c'est la transparence et la régularité. Autre conseil précieux, réunissez-vous une fois par mois. Pas seulement pour vérifier les chiffres, mais aussi pour échanger sur les difficultés, partager des conseils, célébrer les progrès et renforcer l'esprit de groupe. Cet élément émotionnel, savoir que tu n'es pas seul, que d'autres te comprennent, est aussi important que l'argent lui-même. En fait, beaucoup découvrent que ces cercles améliorent autant leur bien-être mental que leur situation financière. La clé? Choisir des personnes aussi engagées que toi. Il ne s'agit pas de trouver des experts ou des gens parfaits, mais de créer un espace de confiance où chacun donne ce qu'il peut et bénéficie du collectif. Le système Tanoshi n'est pas une baguette magique, mais un levier puissant pour surmonter les obstacles à l'épargne régulière. Et si tu es déjà tenté d'essayer, considère cela comme un premier pas vers un état d'esprit plus collaboratif, plus tourné vers le long terme. Car comme beaucoup de choses essentielles dans la vie, l'épargne se construit mieux quand elle se partage. Mais alors, que se passerait-il si on combinait cette approche communautaire à une façon plus efficace de dépenser? Autrement dit, comment les Japonais font-ils non seulement pour épargner davantage, mais aussi pour faire en sorte que chaque euro dépensé ait un maximum d'impact sans vivre dans la privation? Dans le secret suivant, nous allons explorer un concept que les Japonais maîtrisent à la perfection, la frugalité intelligente. Une approche qui transforme ta manière de consommer, qui fait de chaque dépense une décision stratégique et qui peut faire la différence entre simplement survivre et construire une richesse durable et consciente. Secret numéro 4, la frugalité intelligente. As-tu déjà eu l'impression que peu importe combien tu gagnes, l'argent ne suffit jamais? Tu augmentes tes revenus, tu changes d'emploi, peut-être même que tu obtiens une promotion, et pourtant, l'argent continue de filer entre tes doigts. Frustrant, non?
Eh bien, les Japonais se sont posé la même question, mais ils ont trouvé une réponse différente. Au lieu de se concentrer uniquement sur gagner plus, ils ont développé un concept profondément ancré dans leur culture, moteinai. Ce mot difficile à traduire signifie quelque chose comme « quel gaspillage » et il exprime une philosophie de respect des ressources, de l'effort et de la valeur des choses, au-delà même de l'argent. Moteinai, ce n'est pas être radin. Il ne s'agit pas de compter les centimes ni de se priver. Il s'agit d'obtenir un maximum de valeur pour chaque euro dépensé. C'est une mentalité qui valorise l'efficacité dans l'usage de tout ce qu'on possède. Le temps, l'argent, les objets, la nourriture, le savoir. Et une fois que tu comprends ce principe, ta manière de dépenser change à jamais. Pour mesurer l'ampleur du problème, regarde ce chiffre. Le foyer français moyen gaspille plus de 1 500 € par an dans des choses qu'il n'utilise pas ou qu'il a oubliées. Abonnement à des plateformes jamais utilisées, nourriture qui pourrit dans le frigo, vêtements jamais portés, achats impulsifs en ligne, autant d'argent qui disparaît sans rien t'apporter de vraiment utile. Pendant ce temps, les familles japonaises développent de vraies stratégies pour maximiser chaque euro sans se sentir frustrées. Leur secret ? Elles ne se contentent pas de dépenser moins, elles dépensent mieux. Au lieu de chercher les promotions juste pour économiser quelques centimes, elles analysent chaque dépense comme un investissement. Vois ça comme une manière d'être un consommateur intelligent, pas austère. Il ne s'agit pas de renoncer à la qualité ou au plaisir, mais d'en obtenir plus de valeur. Je vais te partager une expérience personnelle qui a totalement changé ma façon de voir les choses. Un mentor japonais m'a parlé du concept de valeur par euro. Il m'a expliqué qu'au Japon, on ne demande pas combien ça coûte, mais quelle valeur ça va m'apporter dans le temps. Cette nuance d'approche a un impact énorme. Par exemple, tu peux dépenser 200 € pour une machine à café de qualité qui dure 10 ans ou continuer à dépenser 4 € chaque matin dans un café à emporter. Fais le calcul. Sur 10 ans, ce petit plaisir quotidien représente plus de 10 000 €, soit l'équivalent d'un plan retraite ou d'un investissement à long terme. Et non, il ne s'agit pas de vivre comme un moine minimaliste. La frugalité japonaise est bien plus riche et nuancée. Elle repose sur des choix intentionnels, la priorité à la qualité, le refus du superflu et le souci que chaque achat apporte une vraie valeur ajoutée à ta vie. Ils suivent une règle simple mais puissante. Si cela n'apporte pas de valeur durable, ça ne vaut pas la peine d'être acheté. Cela se traduit par des milliers de petites décisions quotidiennes. Plutôt que d'avoir 5 vestes bon marché qui s'abîment vite, ils préfèrent en acheter une excellente qui dure plusieurs années. Au lieu de s'abonner à tous les services de streaming, ils en choisissent un seul qu'ils utilisent vraiment. Ce n'est pas une privation, c'est un tri volontaire. Ce n'est pas se refuser les plaisirs, c'est leur donner plus de sens. Tu veux appliquer cela à ta vie? Voici un outil simple et révélateur. Un audit de valeur. Reprends tes dépenses du mois dernier une par une et pose-toi ces 3 questions. Cette dépense m'a-t-elle apporté une vraie valeur ou était-ce juste un achat impulsif? Aurais-je pu obtenir le même bénéfice pour moins cher? Cette dépense aura-t-elle encore de la valeur dans un an? Tu vas être surpris du nombre de dépenses qui ne passent pas ce test. Souvent, on pense avoir besoin de quelque chose, mais avec du recul, on réalise que c'était un désir passager ou qu'on ne l'a utilisé qu'une seule fois avant de l'oublier. Faire cet exercice de manière honnête et régulière te donne une clarté incroyable sur où va ton argent et pourquoi. Une fois que tu identifies ces dépenses de faible valeur, tu peux réorienter cet argent vers ce qui améliore vraiment ta vie. Et il ne faut pas forcément de gros investissements. Parfois, changer un petit comportement suffit à alléger ta charge mentale et ton budget. Ne plus payer pour des services en double, éviter les plats à emporter quand tu as de quoi cuisiner, arrêter d'acheter des objets inutiles. Et tu sais quoi? Ce mode de consommation ne te limite pas, il te libère. Il te permet de dépenser avec conscience, pas avec anxiété. Tu arrêtes d'accumuler des choses sans intérêt, tu vis avec plus d'ordre, plus d'intention, plus de bien-être. En plus, la frugalité intelligente te prépare pour l'avenir. En dépensant mieux, tu dégages plus de marge pour épargner et investir.
C'est une forme de protection pour ton présent et ta stabilité future. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin de gagner plus pour commencer. Il suffit de changer ton regard et ta méthode. Parce qu'au fond, la frugalité, ce n'est pas la rareté. La frugalité japonaise repose sur le respect. Respect de ton effort, de ton argent, de ton temps, de ton espace. À chaque fois que tu dépenses, pose-toi. Est-ce que cela vaut le temps que j'ai mis à gagner cet argent? Est-ce que cela me servira demain ou seulement aujourd'hui? Et même si cela semble être un simple changement de mentalité, les effets sont immenses. Avec le temps, les petites décisions intelligentes s'accumulent. Et quand tu t'en rends compte, tu as moins de stress financier, plus de ressources disponibles et une vie plus alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Mais cette façon de penser ne serait pas aussi efficace sans une bonne organisation de ton argent. Car même la dépense la plus réfléchie perd de son efficacité si tu ne sais pas gérer ce que tu gagnes. C'est pourquoi, dans le prochain secret, je vais te dévoiler un système japonais aussi simple que puissant, qui peut complètement transformer ta façon de gérer tes finances. C'est un outil si clair et efficace que même la personne la plus désorganisée peut devenir un véritable maître de l'ordre financier. Secret numéro 3, le système des enveloppes. Shunryu Bukuro. T'est-il déjà arrivé d'arriver à la fin du mois avec cette sensation troublante de ne pas savoir où est passé ton argent? Tu regardes le solde de ton compte et tu te dis « Mais je n'ai rien acheté d'extraordinaire, comment est-ce possible qu'il ne me reste presque rien ?» Cette situation est bien plus fréquente qu'on ne le croit. En France, des milliers de personnes vivent ce même scénario mois après mois. Et bien que beaucoup essaient de le résoudre avec des applications de budget, des graphiques colorés ou des alertes numériques, les résultats sont rarement durables. Au Japon, en revanche, on a adopté une approche radicalement différente. Une méthode sans technologie, sans appli mobile, sans tableaux Excel, mais incroyablement efficace. Elle s'appelle Shunryu Bukuro, plus connue sous le nom de méthode des enveloppes. Et même si cela peut sembler archaïque ou trop basique à notre époque, c'est justement sa simplicité qui en fait une arme redoutable de gestion financière. Contrairement aux applications modernes qui rendent l'argent invisible, des mouvements digitaux qu'on ne voit ni ne ressent, la méthode des enveloppes ramène l'argent dans le monde réel. Elle lui redonne du poids, de la présence, un impact visuel. Chaque euro cesse d'être un simple chiffre sur un écran pour redevenir quelque chose de tangible, de limité, de précieux. Et cela change tout dans la manière de le dépenser. Tu serais surpris d'apprendre que même au Japon, des cadres supérieurs et des professionnels bien rémunérés utilisent ce système? C'est vrai. Ce n'est pas une solution réservée aux revenus modestes, mais une stratégie universelle, applicable à tous les niveaux économiques. Comment ça marche exactement? Très simple. Au début du mois, tu divises tes revenus en espèces dans plusieurs enveloppes, chacune dédiée à une catégorie. Logement, alimentation, transport, épargne, loisirs, dépenses diverses, etc. Quand l'enveloppe est vide, les dépenses de cette catégorie s'arrêtent là. Pas de « je pioche dans l'autre », pas de triche. Si ton enveloppe loisirs est vide, alors ce week-end, pas de ciné, pas de resto. Point. Cette limite physique, claire et non négociable, génère un type de discipline qu'aucun outil numérique n'arrive à imiter. Et ce n'est pas qu'une impression, les études le confirment. Les personnes qui utilisent ce système économisent en moyenne 28% de plus que celles qui utilisent des méthodes digitales. Pourquoi? Parce que voir physiquement ton argent partir t'oblige à réfléchir à 2 fois avant de le dépenser. Tu ressens la perte, tu ressens l'acte, c'est réel. Je croyais pourtant bien gérer mes finances. J'avais une appli de budget, des alertes automatiques, des graphiques codés par couleur, tout le kit. Mais je n'arrivais jamais à atteindre mon objectif d'épargne, jusqu'au jour où un ami japonais m'a montré son système d'enveloppe. Au début, je le trouvais dépassé, inutile, mais j'ai voulu tester pendant 3 mois, juste pour voir. Résultat? Bluffant. J'ai découvert que je dépensais 600 € de plus chaque mois sans m'en rendre compte.
soit 7 200 € par an qui s'évaporaient, sans trace, sans conscience, sans émotion. Avec les enveloppes, mon argent est redevenu visible. Ce n'était plus un chiffre abstrait, mais quelque chose que je pouvais toucher, répartir, maîtriser. J'ai vu que certaines catégories s'épuisaient vite, tandis que d'autres restaient presque intactes. J'ai pu ajuster mes pourcentages, corriger mes excès et surtout, retrouver le contrôle. Tu veux essayer, toi aussi? C'est très simple. Commence par diviser ton revenu mensuel dans 6 enveloppes principales selon cette structure de base. Logement, 35%. Alimentation, 15%. Transport, 15%. Épargne, 20%. Loisirs, 10%. Divers, 5%. Ces pourcentages sont indicatifs. À toi de les adapter à ton mode de vie. Par exemple, si tu n'as pas de voiture, tu peux réduire transport et augmenter épargne. Si tu vis dans une ville chère, l'enveloppe logement prendra peut-être plus de place. L'essentiel, c'est d'avoir des limites claires et réalistes. Et une règle fondamentale du Shunyubukuro: ne jamais utiliser l'argent d'une enveloppe pour une autre catégorie. Si l'enveloppe alimentation est vide, tu fais avec ce que tu as. Tu cuisines, tu réduis les portions, tu t'adaptes. Et si l'enveloppe loisir est vide, c'est la vie qui te dit de rester chez toi ce week-end. Le vrai pouvoir de ce système ne réside pas uniquement dans le contrôle du budget, mais dans son impact psychologique profond. Quand tu vois ton argent diminuer physiquement, tu n'as pas besoin de rappel pour te modérer. Tu le fais naturellement. Les décisions deviennent plus conscientes, plus réfléchies. Pas de culpabilité, pas de stress, juste une prise de conscience réelle. Et puis, voir son enveloppe d'épargne grossir chaque mois, c'est extrêmement motivant. Ce petit rituel devient une source de satisfaction authentique qu'aucune application ne peut offrir. Et peu importe si tu vis seul, en couple ou en famille, le système des enveloppes s'adapte à tout. Tu peux même impliquer tes enfants dans l'organisation des enveloppes familiales pour leur apprendre très tôt la valeur de l'argent et comment le gérer avec responsabilité. Un avantage souvent oublié du Shunyubukuro, c'est qu'il t'oblige à planifier. Puisque l'argent est réparti dès le début du mois, tu dois anticiper. Impossible d'improviser sans conséquence. Cela réduit les achats impulsifs, améliore ta relation à la consommation et fait de toi un gestionnaire plus stratégique. Et si tu te demandes si cela vaut vraiment le coup de tout changer pour un système si simple, souviens-toi de ceci. La gestion financière personnelle n'a pas besoin d'être compliquée pour être efficace. Parfois, la simplicité, c'est ce qui marche le mieux. Mais si tu pouvais non seulement mieux organiser ton argent, mais aussi l'investir intelligemment et sans prendre de risques inutiles? Dans le prochain secret, je vais te montrer comment la méthode d'investissement japonaise diffère radicalement de celle de la majorité des Français et pourquoi elle a permis de construire certaines des familles les plus stables financièrement du monde. Secret numéro 2, investir à la japonaise. T'es-tu déjà demandé pourquoi autant de gens investissent en bourse et pourtant si peu parviennent à construire une véritable richesse? C'est un paradoxe évident. Des millions de personnes achètent et vendent des actions chaque jour, suivent les actualités économiques, regardent des vidéos sur les crypto-monnaies et lisent des conseils pour s'enrichir rapidement. Et pourtant, la majorité finit frustrée, perd de l'argent ou abandonne avec le sentiment que l'investissement est trop risqué ou trop compliqué. En France, comme dans de nombreux pays occidentaux, il est très courant que les petits investisseurs tombent dans le piège de courir après les actions à la mode, de se laisser emporter par les tendances ou de suivre des opportunités immanquables, censées multiplier leur argent en un temps record. Crypto, start-up technologiques, plateformes de trading social. L'enthousiasme est fort, mais les résultats sont souvent décevants. Pendant ce temps, au Japon, les investisseurs suivent un chemin très différent. En silence, sans faire de bruit, ils ont développé une stratégie d'investissement qui fonctionne depuis des générations. Et le plus fascinant, c'est que cette stratégie est non seulement solide et efficace, mais aussi étonnamment simple. Tellement simple que n'importe qui peut l'appliquer, peu importe son niveau de connaissance financière, son expérience ou la taille de son portefeuille. Voici une statistique qui dit tout.
85% des investisseurs particuliers en bourse perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de chronométrer le marché, d'anticiper les hausses et les baisses, de choisir les actions gagnantes avant tout le monde. En d'autres termes, ils spéculent. Mais spéculer n'est pas investir. C'est comme comparer un jeu de hasard à une stratégie agricole. Et c'est là que l'approche japonaise prend tout son sens. Au Japon, la majorité des investisseurs suit une philosophie appelée investissement à flux constant. Qu'est-ce que cela signifie? Plutôt que d'essayer de deviner quel actif va exploser en valeur la semaine prochaine, ils investissent de manière régulière, méthodique et dans des actifs fiables. C'est une stratégie basée sur la répétition, la discipline et le long terme. Au lieu de chercher le coup de chance, ils cultivent un jardin financier qui pousse lentement mais sûrement. Voici une leçon qui a changé ma manière de voir les choses. Un mentor japonais m'a un jour dit « Si tu ne peux pas expliquer un investissement à un enfant de 10 ans, tu ne devrais pas y mettre ton argent. » Et il avait entièrement raison. Cette phrase m'a épargné bien des erreurs. Placement risqué, trop technique ou mal compris. Depuis, j'évite les produits financiers complexes. Si je ne comprends pas clairement comment un actif génère de l'argent, je préfère m'en passer. Les investisseurs japonais ne recherchent pas la complexité, mais la solidité et la prévisibilité. C'est pourquoi ils préfèrent des actifs simples et compréhensibles, comme les fonds indiciels, qui répliquent la performance globale d'un marché, les actions à dividendes, d'entreprises stables qui versent régulièrement une part de leurs bénéfices, les fonds immobiliers cotés, REIT, qui permettent d'investir dans l'immobilier sans acheter un bien physique. La stratégie japonaise repose sur 3 principes fondamentaux, simples en apparence, mais empreints d'une profonde sagesse. Investir sur le long terme. Penser en décennies, pas en mois. La vraie richesse se construit avec le temps et la patience. Privilégier les revenus constants plutôt que les gains rapides. Ils aiment les actifs qui génèrent un flux régulier, comme les dividendes, plutôt que de parier sur des hausses spectaculaires. Ne jamais investir de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Un investissement ne doit jamais compromettre ta sécurité ou ta paix intérieure. Prenons un exemple concret. Supposons que tu investisses 500 € par mois dans un fonds indiciel diversifié. Par exemple, un fonds suivant la performance du marché européen ou mondial, avec un rendement moyen de 8% par an. Au début, cela peut paraître modeste. Mais si tu tiens cette routine pendant 25 ans, ton capital peut dépasser les 500 000 €. C'est la magie de la patience, la constance et les intérêts composés. Tu veux commencer à investir à la japonaise? Le premier pas, c'est d'appliquer ce qu'ils appellent le test du sommeil. Cette règle dit « N'investis jamais dans quelque chose qui t'empêche de dormir la nuit. Si tu perds le sommeil à cause de ton argent, cet investissement n'est pas fait pour toi. » La sérénité émotionnelle fait partie de la richesse. Alors commence par des actifs simples, stables et fiables. Un bon point de départ, des fonds indiciels à faible coût, comme ceux qui suivent le S&P 500, le MSCI World ou les grands indices européens. Tu peux aussi envisager des actions d'entreprises solides et bien établies qui versent régulièrement des dividendes. Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Nestlé, Unilever. Ces entreprises ne vont pas doubler de valeur en une semaine et tu ne feras peut-être pas sensation en soirée en parlant d'elles, mais ce sont des piliers financiers fiables. Parce que le but de l'investissement, ce n'est pas d'avoir des anecdotes palpitantes, c'est d'obtenir des résultats solides, sûrs et durables. Et cela nous amène à une idée encore plus profonde. Cette approche, pourtant peu spectaculaire, a permis à des milliers de familles japonaises d'atteindre une vraie stabilité financière, sans montagnes russes, sans dette, sans stress. Elles ont compris que l'argent n'est pas une course, mais un outil. Qu'investir, ce n'est pas parier, mais planifier. Qu'il ne s'agit pas de battre le marché, mais de construire avec intelligence. Mais alors, qu'en est-il de l'émotion, du besoin de montrer qu'on a réussi, de ce désir d'afficher la prospérité? C'est ici que le secret le plus important entre en scène.
celui qui clôt cette série de principes et qui explique pourquoi les véritables riches ne semblent jamais riches. Dans le prochain et dernier secret, tu vas découvrir le principe le plus puissant de la richesse silencieuse japonaise. Un prince qui changera à jamais ta vision de l'argent, du statut et du succès authentique. Secret numéro 1. La richesse silencieuse. T'est-il déjà arrivé de voir quelqu'un au volant d'une voiture de luxe ou habitant une villa immense et de penser « cette personne doit être super riche ». C'est une réaction courante, presque automatique. Dans la culture occidentale, et particulièrement en France, nous avons pris l'habitude d'associer la richesse à l'ostentation. Mais que dirais-tu si je t'affirmais que, dans bien des cas, ces signes visibles de succès financier ne sont qu'une façade ? Et si, derrière cette apparence, il n'y avait ni réelle stabilité, ni sérénité, mais plutôt des dettes, du stress et une course sans fin pour entretenir l'illusion ? Au Japon, il existe une philosophie financière qui va complètement à contre-courant de cette vision. On l'appelle la richesse silencieuse, et c'est probablement tout l'inverse de ce que tu as appris sur l'argent et la réussite. Elle ne repose pas sur la démonstration, mais sur la construction. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à protéger. Elle ne s'affiche pas, elle se cultive dans le silence. Et ses résultats sont bien plus durables que n'importe quelle voiture de sport ou sac de créateur. Voici un chiffre parlant. Une étude récente a révélé que 80% des millionnaires français conduisent des voitures ordinaires et vivent dans des maisons modestes. Surprenant, et pourtant, c'est exactement ainsi que vivent les personnes fortunées au Japon. Tandis qu'en France, beaucoup s'endettent pour paraître riches, les Japonais se concentrent sur le fait d'être réellement riches, même si personne ne s'en rend compte. Réfléchis un instant. À quand remonte la dernière fois que tu as vu un PDG japonais exhiber sa richesse sur les réseaux sociaux ou au volant d'un véhicule tape à l'œil? C'est rare, n'est-ce pas? Au Japon, montrer son argent est perçu comme vulgaire et peu judicieux. Le principe central de la richesse silencieuse est limpide. La vraie richesse n'a pas besoin d'être montrée pour exister. Et cette mentalité ne concerne pas seulement les individus, mais aussi les familles. Au Japon, les familles les plus aisées vivent dans des logements fonctionnels, sans luxe excessif. Elles envoient leurs enfants dans des écoles publiques de qualité et évitent les marques de luxe inutiles, non par avarice, mais parce qu'elles comprennent une vérité profonde. Chaque euro dépensé pour impressionner est un euro qui ne travaille pas pour toi. C'est comme choisir entre acheter une peinture d'un coffre au trésor ou remplir un véritable coffre. Je vais te partager une expérience personnelle. Au début de ma carrière, je suis tombé dans le piège du « fake it till you make it ». Je me suis endetté pour louer des voitures de luxe que je ne pouvais pas entretenir. J'ai acheté des montres coûteuses uniquement pour que les autres pensent que je réussissais. C'était une course vide de sens. Je vivais pour correspondre à une image, pas à une réalité. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un entrepreneur japonais qui a complètement transformé ma vision de l'argent. Cet homme valait plusieurs millions. Il possédait plusieurs entreprises, avait des investissements solides et un réseau impressionnant. Et pourtant, il conduisait une simple Toyota et portait une montre Seiko sans prétention. Rien de tape à l'œil, rien de cher. Il m'a expliqué une chose que je n'ai jamais oubliée. Ma richesse ne réside pas dans ce que je possède, mais dans ce que j'investis et construis pour l'avenir. Ce fut un déclic. J'ai compris que la véritable liberté financière n'a pas besoin de validation extérieure. Si cette idée résonne en toi, tu peux commencer à adopter cette philosophie avec un exercice très simple. Pendant les 30 prochains jours, avant chaque achat, pose-toi cette question. Est-ce que j'achète cela parce que j'en ai vraiment besoin ou parce que je veux que les autres me voient avec? Sois honnête. Cette seule question peut t'économiser des centaines d'euros et t'éviter bien des achats impulsifs. Une fois que tu auras identifié ces dépenses inutiles, redirige cet argent vers de la véritable construction de richesse. Ouvre un compte de retraite. Constitue un fonds d'urgence. Investis dans des fonds indiciels à faible coût. Ces décisions ne se voient pas sur Instagram,
elles ne génèrent pas de likes, mais elles construisent ta liberté. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle photo devant une voiture louée ou un sac de luxe remisé au fond d'un placard. La richesse silencieuse ne cherche pas la validation du public. Elle se construit loin des apparences et du besoin de reconnaissance. C'est un travail de patience, de vision à long terme, de cohérence. Cela peut sembler radical en France, où le succès est souvent confondu avec l'exhibition, mais cela vaut la peine de se poser les vraies questions. Préfères-tu un garage rempli de voitures chères ou un portefeuille rempli d'actifs qui prennent de la valeur chaque mois? Veux-tu impressionner des inconnus aujourd'hui ou laisser un vrai héritage à ta famille demain? Ce n'est pas une décision facile. Tout autour de nous nous pousse à montrer, à rivaliser, à paraître. Mais la vérité, c'est que ceux qui ont réellement construit une richesse durable ne vivent pas en fonction du regard des autres. Ils vivent en paix, ils dorment tranquilles. Ils savent que leur argent travaille pour eux, pas l'inverse. Cette approche japonaise repose sur des valeurs comme l'humilité, la prudence et la vision long terme. Elle ne nie pas le plaisir, mais le remet en perspective. Elle ne diabolise pas la consommation, mais l'oriente de manière consciente. Et surtout, elle libère les individus de la pression de devoir paraître ce qu'ils ne sont pas. Maintenant que tu connais ce principe, ainsi que les autres secrets de la philosophie financière japonaise, j'aimerais te demander lequel t'a le plus marqué. Envisages-tu d'en appliquer un dans ta vie quotidienne? Entre paraître riche et construire une vraie richesse silencieuse, quel chemin choisis-tu? Dis-le-moi en commentaire. Je lis chaque message et j'adore découvrir comment d'autres cherchent aussi une relation plus intelligente, plus durable et plus apaisée avec l'argent.